Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Nous allons, à l'occasion de ce forum d'échange, défricher deux questions très rapidement avec mes invités. Je vais commencer par présenter Julio Tometti. Bonsoir. Bonsoir François David Mong, bonsoir Plateau et aux téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Sofoni Jet Kabouré depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir au plateau et bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, je rappelle que vous êtes économiste et directeur général de think tank L'Afrique des idées. Et Mohamed Liamidi, analyste politique, expert en communication digitale et éditoriale. Bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir aux Béninois. Voilà, Sofoni Jet Kabouré, je vais commencer avec vous autour de ce premier sujet où on va parler de la pauvreté monétaire dans l'espace UEMOA. Selon les derniers chiffres, le Bénin serait le meilleur élève de notre espace communautaire en termes de recul de la pauvreté monétaire. Déjà, que traduit cet indice de pauvreté monétaire? Alors, effectivement, il y a eu la publication des résultats de la deuxième enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, qui est pilotée par la direction des politiques économiques de l'UEMOA. Les résultats sont tombés le mois dernier et la pauvreté monétaire au Bénin s'est établie à 36,2% en 2022 contre 38,5% en 2019, d'où la baisse de 2,3 points de pourcentage, n'est-ce pas? Alors là, il faut commencer par bien expliquer ce que l'on entend par pauvreté monétaire. C'est-à-dire que il faut savoir que il y a quelque chose de très compliqué en économie, c'est d'objectiver la pauvreté. Et donc, le consensus qui a été trouvé, le consensus statistique qui a été trouvé, pour mesurer la pauvreté, ben, il vous faut deux choses. Il vous faut construire un indicateur de bien-être et un seuil de pauvreté. Bon, l'indicateur de bien-être, en général, c'est la consommation nominale annuelle par tête. Moyenne, évidemment. Bon. Et puis après, le seuil de pauvreté, c'est un peu la valorisation d'un panier plancher, d'un panier minimal de biens indispensables pour le bien-être d'un individu pendant une année. Et donc, comme ça, on a deux éléments, l'indicateur de bien-être et le seuil de pauvreté. Et à partir de là, on objective la pauvreté. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous dites que le Bénin est le meilleur élève de l'UEMOA. Alors, il faut faire attention parce que on ne peut pas dire que le Bénin est le meilleur élève de l'UEMOA pour une raison simple. C'est-à-dire que les taux de pauvreté tels que l'UEMOA calcule avec l'enquête en question ne sont pas comparables entre États. Alors, pour une raison simple, enfin, ils sont plutôt comparables dans le temps pour un même pays, mais par une comparaison spatiale entre différents pays. Des taux, une comparaison des taux, mais une comparaison en tout cas du bon ou du déficit, disons, oui, concédé alors, ou engrangé. Oui. C'est un peu embêtant la façon dont les chiffres sont donnés parce que vous ne pouvez pas dire le taux de l'incidence de la pauvreté monétaire au Bénin est de 36% et dans un pays B c'est à 40%, donc le Bénin fait mieux que le pays là. Non. Pourquoi? Parce que, et c'est là où c'est un peu compliqué, pour produire des indicateurs de pauvreté comparables entre pays, ça demande de construire un seuil de pauvreté comparable, à l'image des seuils internationaux que la Banque mondiale construit. Vous connaissez la fameuse 3,2 $ par jour. Voilà. Sauf que ici, l'UEMOA ne fait pas du tout ça. D'ailleurs, la commission a dit qu'il y a des travaux
qui sont en cours pour envisager une comparaison spatiale entre pays. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, enfin, tel que l'indicateur est construit, on ne peut pas faire de comparaison interpays. La seule comparaison qui a du sens, c'est la comparaison dans le temps, dans un même pays. Voilà. Et en cela, effectivement, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que on est passé de 38,5% en 2019 à 36,2% en 2022. Après, n'exagérons rien. C'est-à-dire que je vois la question venir, c'est qu'est-ce qui serait, qu'est-ce qui expliquerait cette baisse, n'est-ce pas? Mais oui, voilà, ça c'est la question qui viendrait, voilà, qui peut se poser très très rapidement. Mais encore là, il faut faire très attention parce que on est dans euh, des constructions d'indices et il faut faire extrêmement attention. On ne peut pas, et je ne crois pas qu'on puisse tirer une conclusion significative de cette légère baisse. Parce qu'on est encore dans l'épaisseur du trait, avec 2 points de pourcentage de baisse, on est encore dans l'épaisseur du trait. À partir de 5 points de baisse, on pourrait commencer à tirer de vraies conclusions. Je dis ça parce que, j'en termine là, j'ai eu la semaine dernière un ami au téléphone qui travaille au département des politiques économiques de l'UEMOA et qui m'a dit que entre l'enquête de 2018-2019, donc la première édition de l'enquête, et la deuxième édition, donc celle de 2021-2022, il y a eu des changements dans le calcul des déflateurs. Alors, alors 2 minutes, on va expliquer quelque chose aux téléspectateurs. Parce que c'est extrêmement important de bien comprendre ce dont on parle. Quand vous voulez construire qu'on mesure la pauvreté dans un pays, tout à l'heure j'ai dit il vous faut 2 choses. Un indicateur de bien-être et un seuil de pauvreté. Bon, votre indicateur de bien-être, c'est en gros la consommation nominale moyenne annuelle par individu. Ça marche très bien. Mais il faut que cette consommation soit déflatée 2 fois. C'est-à-dire utiliser un déflateur temporel afin de tenir compte de l'évolution du prix pendant la période de collecte des données. Parce que si vous faites une enquête de 2021 à 2022, les prix ont peut-être évolué. Le prix de la tomate a peut-être changé, le prix de... Voilà. Donc, il faut tenir compte de ça et intégrer un déflateur temporel, mais aussi il faut intégrer un déflateur spatial, parce que le coût de la vie à Cotonou, ce n'est pas le même coût de la vie à Diakotomé. Donc, vous voyez que pour construire l'indicateur de bien-être, il y a des phénomènes techniques qui rentrent en compte et qui font que il faut manipuler cette chose-là avec beaucoup de distance. Et comme les déflateurs temporels et le déflateur spatial change de l'édition à l'autre, je ne sais pas quelle est la contribution de ce changement dans les 2% de baisse. Donc, si vous voulez, il n'y a aucune conclusion significative à tirer de cette légère baisse, quoi. On est vraiment dans l'épaisseur du trait. Si c'était une baisse significative, donc à partir de 5 points de pourcentage, là, on pourrait clairement parler de vraie baisse. Absolument. Comme Kabouré vient de le dire, la baisse n'est pas assez significative pour qu'on puisse tirer de grandes conclusions. Oui, bien sûr. Il a précisé aussi que
Et la meilleure comparaison qui sert, c'est la comparaison temporelle dans le temps, c'est-à-dire d'où on est parti et d'où où nous sommes actuellement, et beaucoup plus la comparaison au plan interne. Ce que je note en fait, c'est nous avons toujours un langage, nous parlons souvent de redistribution équitable, comment dire, du revenu national, pour que en fait alléger, non pas alléger, pour que le taux de consommation, la capacité de consommation des ménages puisse atteindre un certain nombre de seuils. Parce qu'en vérité, lorsqu'on parle d'indice de monétaire, c'est de ça qu'il s'agit, c'est la capacité de consommation des ménages. Et de ce rapport, nous notons qu'au Bénin, tel que ça a été présenté, nous avons 7 départements qui ont connu une baisse de ce truc-là. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir les 5 autres départements, est-ce qu'ils sont considérés comme étant les plus, les plus déficitaires ou les plus pauvres, c'est-à-dire le département du Zoul, Donga, Monokofo et Aligori, puisque 7 des départements, des 12 départements que nous avons, on peut le dire, on fait des efforts d'une certaine façon de progression. Donc pour moi, en fait, ces statistiques, ces chiffres permettent d'une certaine façon de redéfinir en fait la politique nationale, notamment la politique de consommation. Comment faire pour augmenter la capacité de consommation des populations, puisque au-delà de tout, c'est ça qui détermine en fait ce que nous pouvons appeler peut-être l'indice de pauvreté ou l'indice de développement humain d'une certaine façon, lorsqu'on rentre en fait dans ces considérations-là. Donc, je suis d'accord que ce qui doit nous préoccuper davantage, c'est l'analyse au plan interne et non forcément chercher à nous comparer en fait avec les autres pays de l'UEMOA. Sinon, très tôt, nous allons nous surprendre en train de nous conforter d'une certaine façon dans notre position, alors que les réalités ne sont pas là. Les réalités sont là, beaucoup reste à faire. Évidemment, que tout est dit, c'est-à-dire, bon, d'une manière ou d'une autre, c'est que c'est quelque chose qu'on peut inscrire au journal des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'entre 2019 et 2022, il y a eu une légère amélioration. Ce qui va de pair, comme on l'a déjà dit, là, comme l'a dit Jette, comme l'a dit Julio, avec le niveau de consommation malgré la crise. Parce que l'élément ici qui peut permettre quand même de se dire que malgré tout, c'est une bonne nouvelle par rapport au niveau de consommation, aussi par rapport aux efforts que font les dirigeants pour un temps soit peu maîtriser l'inflation. Parce que pour moi, ça, je vois une liaison directe entre ça. Ça veut dire qu'il y a quand même un effort qui est fait. Ça veut dire qu'il y a quand même un effort qui est fait pour maintenir plus ou moins un niveau de vie qui permette aux gens de continuer par espérer. Et donc, chercher à voir qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour pouvoir amener les gens à continuer. Parce que je ne veux pas de facto dire que ces autres départements-là, que les gens ne vivent pas mieux que dans les 7 autres départements, c'est-à-dire la Liborie, le Zou, le Mono, le Koufo, et puis je crois que le dernier doit être la Donga. Donc, c'est de voir en réalité à ce niveau quels sont les efforts qu'il faut faire pour que ça aille de mieux en mieux à ce niveau-là aussi, pour que les populations de ces départements-là aussi, qui sont aussi des Béninois, puissent rester dans la même dynamique que les autres. Parce que dans ces populations également, les enfants vont à l'école. Dans ces populations, ils se soignent dans ces populations. Tout ce que les gens font ici sont en mesure d'être fait là-bas ici. C'est que pour moi, il faut garder une vue d'ensemble et essayer d'améliorer les choses pour le bonheur des populations. Toujours est-il que ce qui est fait là, c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est comment maintenir ça et en ajouter encore plus. C'est ça le plus important. Voilà, Sofoni Jette Kaboulé, on peut supposer que de 2019 à 2022, hormis le Bénin, que tous les autres pays de l'espace ont été en but avec la crise de la Covid-19. La guerre russo-ukrainienne, et donc pris dans l'ensemble, il y a ces facteurs exogènes qui ont quelque peu, disons, remis en cause les efforts des différents gouvernements. Pour le Burkina, on peut parler le Burkina, le Niger, il y a la crise, en tout cas la situation liée au terrorisme. Donc on peut, au-delà de tout, de 2019 à 2022, on ne peut pas dire que les différents gouvernements aient eu toute la latitude de déployer
leur politique publique, ou du moins que ces politiques publiques ont été perturbées, en tout cas dans une certaine mesure, par ces chocs exogènes. Euh, oui, au fond, encore une fois, votre question, c'est de voir, au fond, quelle est la contribution de telle ou telle réforme ou telle action gouvernementale dans cette baisse. Je suis franchement incapable de répondre à cette question parce que parce qu'on est su des constructions d'indices, donc des indices statistiques avec un changement, avec un changement, voilà, avec un changement d'éléments contribuant à construire l'indicateur d'une édition à l'autre. Donc, comme je n'ai pas participé à l'analyse statistique, je ne sais pas si c'est par exemple le changement du déflateur temporel qui a contribué à cette baisse. C'est possible. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est curieux, mais c'est de dire que je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, en revanche, c'est que il y a eu quand même une réduction de l'écart entre zones urbaines et zones rurales de la première édition à la deuxième édition. Et c'est assez significatif. Je crois que dans cette deuxième édition, il y a à peu près 10 points de pourcentage d'écart. Et dans la première, il y a pratiquement 15 ou 16 de mémoire. Donc là c'est vraiment significatif. Ça veut dire que la fracture territoriale qu'on a est en train de se résorber. Alors, n'exagérons rien, mais on voit quand même qu'il y a une baisse significative. Il y a une convergence, si je puis dire, entre le niveau de pauvreté en zone rurale et en zone urbaine. Alors, il y a quand même encore un écart de 10 points de pourcentage. Mais là, on peut clairement dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Après, rappelons quand même quelque chose. Le seuil retenu, parce qu'il faut bien que les téléspectateurs comprennent le chiffre quand on dit par exemple que 36% en 2022, c'est l'incidence de la pauvreté monétaire. Ça veut dire quoi? C'est que il y a 36% de personnes qui sont en dessous du seuil qui est de 287 000 quelque chose francs CFA. Voilà. Donc vous voyez, donc ça revient à peu près, ça revient à peu près à une dépense de 800 francs CFA par jour. Oui. Donc il y a 36% de la population béninoise qui dépense moins de 800 francs par jour. Oui. En termes de consommation en général. Donc, c'est quand même de ça qu'on parle. Je ne crois pas que celui qui est légèrement au-dessus du seuil, c'est-à-dire qui est à 900, qui fait 900 francs CFA de dépenses en consommation par jour, serait considéré comme un nanti. Oui. Bon, donc c'est toujours ça le problème des effets de seuil. Il faut toujours faire très attention quand on manipule les chiffres. Il y a un seuil, parce que il suffit de mettre le seuil à 0 et il n'y a pas de pauvre au Bénin. Hein. Exactement. C'est-à-dire que le pourcentage est aussi fonction du seuil. Et le seuil est quand même déterminé de façon statistique où on peut, comment dire, on peut critiquer. Parce que le seuil, c'est quoi? C'est on prend un panier minimal de biens indispensables pour le bien-être d'un individu pendant une année, Oui. conformément aux habitudes de consommation de la population, quoi. Et on prend ce panier minimal, et le panier minimal, déjà, on peut critiquer, on peut commencer à discuter de si c'est vraiment minimal ou pas minimal, et on dit un panier minimal de biens indispensables. Oui. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'est indispensable,
c'est ma pâte à tartiner au chocolat. Bon, est-ce que c'est un bien indispensable ou pas? Donc vous voyez, vous voyez que finalement, quand on rentre, c'est pour ça qu'on dit que le diable est dans les détails, quoi. C'est-à-dire que quand vous essayez de comprendre les chiffres qu'on vous donne, eh ben, vous comprenez qu'il faut prendre tout ça avec c'est même pas avec des pincettes, il faut prendre ça avec des grosses cuillères. Oui, on peut supposer aussi que que vous êtes en capacité ou en mesure de vous passer de ce que vous considérez comme indispensable. Donc, vous tartinez votre fameuse tartine. On peut considérer Oui, votre fameuse tartine. Au chocolat, on peut considérer qu'on peut se passer, que ce n'est pas fondamentalement indispensable. Ah, on peut considérer. Ah oui, d'accord. Ben, pour vous, ce n'est pas indispensable. Mais pour moi, c'est indispensable. C'est un peu comme l'inflation. Vous savez, l'inflation, on vous dit que c'est la croissance d'un indice des prix à la consommation. Et l'indice des prix à la consommation, c'est au fond l'indice des prix construit sur un panier moyen. Mais personne n'a... ce que je veux dire, le béninois moyen n'existe pas. Eh oui, c'est-à-dire que c'est une construction. Exactement, c'est une construction intellectuelle. Le béninois moyen n'existe pas. Donc, l'inflation, en réalité, chacun, en fonction de sa consommation, a une inflation propre à elle. Chacun a son inflation. L'inflation donnée par les instituts de statistiques officiels, c'est une espèce d'inflation moyenne sur tout le monde, quoi. Mais le problème, c'est que le béninois moyen n'existe pas. Et il faut toujours faire très attention à la moyenne. Vous connaissez la blague. Quand vous avez votre tête dans le frigo et votre pied dans le four, en température moyenne, ça va, mais vous êtes très inconfortable. Juliette Ometi, on peut déjà, comme Sophonie Chef Kabouli l'a relevé, qu'il y a quand même une résorption de la fracture entre les milieux urbains et les milieux ruraux, même si ça peut paraître encore modeste. Oui, le cas est encore très grand. C'est pourquoi il faut, comme je disais tantôt, dans les politiques publiques, il faut travailler davantage à urbaniser en fait les zones pour que en fait la capacité de production et de consommation puisse avoir un impact remarquable sur comment dire les données économiques de certaine façon. L'autre chose que je note en termes de, en me référant à ce que le chef dit tout à l'heure, pour moi, c'est les seuils que l'on définit. Ce n'est pas bon, ce ne sont pas les envies, c'est le minimum en fait pour pouvoir non pas pour vivre même, hein, c'est le minimum pour pouvoir survivre d'une certaine façon. Et je me demande en fait sur quels sont les éléments de base que l'on prend en considérant en fait l'évolution économique, comme il a dit tantôt, la cherté de la vie, l'inflation galopante, avec tout ce que nous vivons. Est-ce que le seuil tel que défini, je considère que c'est au regard des ambitions, d'accord, de chaque État ou de chaque communauté, ou bien en fait des agrégats que la Banque mondiale utilise. Mais ce qui est fondamental à retenir, en fait, ce seuil-là est défini par pays ou par région, en fait, qu'ils ont quelque peu les mêmes aspects ou bien les mêmes réalités économiques d'une certaine façon. De sorte qu'aujourd'hui, en fait, quand nous disons, ça peut interloquer en fait les téléspectateurs. Si moi je me contente, je peux me contenter de 900 000, 2000 francs par jour, est-ce que je peux considérer que je ne suis pas pauvre d'une certaine façon? Donc, l'appréciation reste difficilement concevable en fait pour les populations. De sorte que l'ambition, c'est de travailler davantage à ce que ce seuil-là puisse monter de cette façon, que peut-être dans les 10 ans, 20 ans, en considérant l'évolution de l'économie, que ce seuil médian soit peut-être à 1500 ou à 2000, en considérant par exemple, si nous prenons en fait, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, nous l'avons dit tantôt, surtout lorsqu'il s'agit en termes d'espace, quand vous prenez l'indice au niveau des pays européens et vous le comparez à notre médian ici, franchement, il n'y a pas à dire. Encore que il y a quand pas on mal. fait l'équation avec
le SMIC, par exemple, quand on considère ce taux à 287 000 sur l'année, c'est que on est très loin de ce seuil-là déjà. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup à faire, c'est vrai, on ne peut pas se contenter des chiffres, mais les chiffres révèlent en fait certaines réalités sur lesquelles il faut travailler. Sur la même question, Julien l'a calculé, ça fait 792 par jour. Oui, bon, et par rapport au SMIC, parce que là on est en 2022, aujourd'hui le SMIC est à 52 000, or en 2022 le SMIC n'était pas à 52 000, donc si je reste même dans si je reste dans l'idée de 2022, ça veut dire que par rapport à ce qui se fait en 2022, ça doit faire quelque chose de environ 6 800 quelque part, enfin, par jour. Donc du coup 600, donc si je prends par rapport au niveau, quoi, c'est que par rapport à quelqu'un qui est au SMIC. Mais néanmoins, c'est-à-dire, même quand on revient puisque j'ai parlé. Le SMIC, on aura faussé, en fait, les éléments, parce que ce n'est pas, n'a pas un effet direct, en considérant, en fait, les réalités économiques. On parlait, moi, je parlais par rapport du niveau de revenu brut. Et ce qui amène, je reviens sur le terrain de la consommation, c'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure sans vouloir faire de la théorie économique, on parlait tout à l'heure comment appelle-t-on, de l'inflation moyenne, c'est que pour moi, c'est qu'on se base sur des éléments concrets, par exemple, ce qui est un besoin fondamentalement pour tout le monde. Tout le monde consomme de l'huile, tout le monde consomme à peu près du riz, tout le monde consomme du maïs, la farine de maïs, tout le monde se déplace, d'accord. Tout le monde paye de l'électricité, tout le monde achète du forfait. Achète du forfait. Donc, quand on prend ces éléments-là en compte, tout le monde n'achète pas du forfait. Oui, bon, plus ou moins tout le monde, c'est introduit pratiquement dans tout le milieu. Donc, quand on prend ces éléments-là, on peut essayer d'établir, voir un peu l'inflation moyenne par rapport à ça, qu'est-ce que ça donne. Ce qui veut dire peut-être qu'on aurait réussi, à quand même contrôler ça d'une manière ou d'une autre. Maintenant, les indexations, je veux parler des augmentations sur les salaires, ne sont venues qu'après, c'est-à-dire que vers fin 2022. Et donc, pas pour tout le monde. Et pas pour tout le monde. Mais bon, c'est que quelque part, économiquement, on se dit que ça aura une incidence sur du ruissellement. Du ruissellement. Et donc, on va encore attendre de voir ce qui, de mon point de vue, si les choses sont plus ou moins maintenues comme ça, dans le sens d'une amélioration, bien dans le sens d'une stabilité, pas dans le sens d'une dégradation, ça veut dire qu'on peut espérer encore que dans 2 ans, qu'on fasse encore un bond par rapport à la baisse de cet indice de pauvreté monétaire, ce qui viendra encore s'ajouter aux bonnes nouvelles. Donc, il y a de quoi espérer et garder espoir que nous aurons des jours meilleurs malgré les situations de crise qui ne dépendent pas de nous et que personne ne peut toujours prévoir de façon durable. Voilà. Voilà, Sophonie Chef-Kabouré, pour finir sur cette question, je le relevais tout à l'heure, il y a cette publication a le mérite également de révéler certaines disparités entre les différents départements de notre pays. 7 des 12 ont connu une relative baisse. Il y a donc 5 qui restent dans la panade. Même si les chiffres, ce qu'on a sous la main pour interpréter n'est pas significatif, on peut quand même, ça peut interpeller en termes d'harmonisation des efforts de résorption de la pauvreté. Oui, vous avez raison. Tous les départements du Bénin ne sont pas lotis de la même façon. Et c'est ça la question de la moyenne. Vous voyez, quand on vous dit sur l'ensemble du pays, l'incidence de la pauvreté monétaire est de 36%, oui, mais il y a des départements qui sont à 54%. Donc voilà. Donc quand on dégrossit, il faut tout dégrossir. On voit que effectivement il y a des départements où la question est assez se pose clairement et il n'y a même pas une fracture nord-sud
contrairement à ce que, à une idée reçue, il n'y a pas une fracture nord-sud parce que l'incidence de pauvreté monétaire est à peu près la même chose dans l'Atakora que dans le Koufo. Donc, il n'y a pas de fracture nord-sud. Voilà. Que ceux qui s'apprêtent déjà à jouer le jeu du régionalisme, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de fracture nord-sud. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les départements de l'Ouémé et du littoral sont les départements où on enregistre les plus faibles taux de pauvreté monétaire. Pour une raison simple. C'est les deux départements où il y a un bassin d'emploi important, où on a le cœur de l'activité économique du pays, où on a, surtout le littoral, où on a tous les emplois décents, sympathiques, voilà, où pour le coup, le raisonnement à partir du SMIC est valable. Oui, parce que des constats du littoral, le SMIC, ça n'existe plus. Hein. Ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que le SMIC concerne moins de 3% de la population béninoise. Donc, bon, c'est pas, voilà, c'est pas du tout le Bénin. Oui, non, mais ce que je veux dire, 3%. On comprend, on se comprend. Oui. Voilà, donc, si vous raisonnez à partir du SMIC, et c'est là le souci, c'est que quand vous augmentez le SMIC, en réalité, qu'est-ce qui se passe? En revenant peut-être sur cette question, c'est que, ben, il y a deux effets. C'est que vous augmentez la masse salariale des fonctionnaires, ok? Et pour tout un tas de privés où l'employé n'a pas une productivité marginale égale au coût du SMIC, eh bien, soit il passe en informel, soit il se fait virer. Donc, quand vous faites ça, c'est deux effets. Vous augmentez la masse salariale de l'État, et qui paye la masse salariale de l'État, c'est l'entrepreneur. Oui. Voilà. Donc, vous augmentez la charge présente ou future de l'entrepreneur. Et en même temps, vous basculez un certain nombre dans l'informel. Alors qu'on dit la grande cause, c'est de lutter contre l'économie informelle, etc. Donc, c'est un autre débat. C'est un débat oui, un peu plus compliqué. C'est ce que je veux dire. C'est un autre débat, mais qui quand même reboucle sur tout ceci. Parce que, effectivement, imaginons que l'économie au Bénin est à 80% formelle. Bon, parce que c'est jamais 100%. Donc, est 80% formelle. Donc, le minimum, effectivement, on peut considérer que le minimum est le SMIC. Et si c'est le SMIC, bon, le SMIC est à quoi? 52 000 aujourd'hui? Exactement. Et quelqu'un qui dépense à peu près 24 000, comme l'indique le seuil de pauvreté, c'est quelqu'un qui dépense 24 000, il a encore du reste à vivre. Voilà. Donc, simplement, et vous voyez que cette question reboucle avec la question de l'informalité ou formalité de l'économie. Oui, exactement. Et oui. Nous allons finir cette question. Il nous reste une vingtaine de minutes. On va basculer peut-être sur, à moins que vous avez quelque chose à compléter. Non. Non. Nous allons parler de l'AGOA. Ce système préférentiel offert par les États-Unis d'Amérique, construit depuis plus d'une vingtaine d'années à destination des pays africains, devant leur permettre de vendre sur le marché américain avec des aménagements substantiels, principalement les droits de douane. Ce programme est en cours de reconduction, ou du moins les États-Unis souhaitent étendre l'AGOA ou le remplacer par un nouvel accord. Cette question était en discussion en Afrique du Sud il y a quelques jours, et l'Union africaine plaide pour
le statu quo, que le programme reste en l'état, pendant que les États-Unis d'Amérique souhaitent une certaine évolution, une certaine révision. Le Bénin aussi a fait connaître sa décision. Le Bénin souhaite aussi qu'il y ait quelques aménagements allant dans le sens de la transformation de nos matières premières. Julio Tometi. Oui, en fait, ce qu'il faut noter, comme vous le dites par rapport, c'est le traité AGOA ou la loi AGOA promulguée par l'ancien président Bill Clinton, c'était en 2000, voilà, donc ça fait 23 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Il s'agit en fait des pays, il permet aux pays africains éligibles de pouvoir exporter en fait leur production, leurs biens commerciaux aux États-Unis sans payer en fait un certain nombre de taxes, ce qui permet à ces produits-là d'être davantage compétitifs sur le sol américain. Donc ça permet aux consommateurs américains de peut-être préférer ces produits-là à d'autres types de produits qui entrent par d'autres mécanismes douaniers ou fiscaux. C'est un peu plus de 1800 produits. Hein. Bon, les pays les plus en vogue, c'est comme justement ça se tient en Afrique du Sud, c'est un des pays parce qu'ils sont déjà dans la grande production véhicule et tout ça. C'est quand même aussi, il faut noter que ces facilités douanières ou fiscales ne sont pas sans contrepartie. En fait, la contrepartie, c'est que les pays s'engagent à ne pas faire entorse aux intérêts commerciaux et en termes d'investissement en fait américains. S'engage aussi à œuvrer pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, à ne pas être en train de porter entorse aux intérêts américains, que ce soit sur le plan politique, économique ou idéologique par rapport aux positions affichées par les États-Unis. Qu'est-ce que cela regarde aujourd'hui? Les États-Unis parlent d'une évolution de ce traité. Les États africains, dans leur grande majorité, parlent d'un maintien. Ce qui, en fait, se présente, c'est que, en fait, aujourd'hui, avec ce que nous exportons, davantage, il y a, en fait, une certaine restriction par rapport à un certain nombre de produits. Il paraît dans la discussion, en fait, il y a un certain nombre de produits que les États-Unis ne sont plus favorables à avoir sur leur territoire sans ces conditions-là. Parce que eux aussi, ils ont la réalité économique et ils ont aussi d'autres engagements commerciaux. Les États africains, ils n'y perdent grand-chose, ils n'y perdent pas grand-chose. Si c'est pour respect de la démocratie comme nous le faisons, s'aligner d'une manière ou d'une autre sur les positions américaines, sur en fait les questions d'enjeux géopolitiques, si ce n'est que ça. Donc économiquement, les États africains ne perdent rien, donc ils ont tout intérêt à ce que ça soit maintenu. Mais les pays qui sont en train de travailler à une certaine essor ou bien éclosion économique, veulent en fait faire passer d'autres types de produits qui n'étaient pas dans les accords. Donc, par exemple, je prends le cas, nous avons, par exemple, pour rappeler un peu l'actualité, l'ananas qui, hier aujourd'hui, était en Chine. Donc, par exemple, le Bénin, l'ananas n'était pas compris, mais le Bénin veut, dans sa transformation peut-être des produits d'ananas, l'exploiter sur le sol américain, alors que ce n'était pas dedans. Donc, pour certains pays qui sont dans cette forme d'évolution, il y a lieu, comme le Bénin, il y a lieu d'ouvrir davantage pour que d'autres produits puissent accéder à moindre coût, comme les autres produits, au marché américain. Mais ceux qui, de cette manière, sont déjà très confortables parce que des produits qui ont déjà inondé le sol américain et qui, dont la production évolue, donc ont intérêt bien sûr à la maintenir pour ne pas risquer, parce que lorsqu'on ouvre souvent, on ne sait jamais quelles sont les conditions que les autres vont poser lorsqu'on ouvre, parce que nous sommes dans une réalité aujourd'hui, chacun tire le drap de son côté. Donc en fait c'est la crainte que la contrepartie pourrait être peut-être défavorable, bien plus contraignante qu'elle ne l'était pas par le passé. Donc de tout compte fait, le débat reste ouvert et je pense que le bon bout sera trouvé pour le bonheur des États africains qui sont et la politique américaine. Sur cette même question, on le sait, pour l'AGOA, il y a même au-delà de cette
de ces quelques points évoqués par Julio Toumeti, il y a la difficulté déjà de beaucoup de pays africains à tirer profit de ce régime préférentiel mis en place par les États-Unis d'Amérique. Donc il y a beaucoup de challenges qui entourent ce traité de l'AGOA. Évidemment que c'est normal, puisque tout le monde n'était pas au même niveau quand le traité se signe. Je mettais en place, ouais. C'est un truc qui date de plus de 23 ans aujourd'hui. Et donc après 23 ans, normalement, on ne devrait pas... Il est normal qu'on pense à ce que les réalités aient évolué. Encore que sous le régime précédent, sous Trump, l'option était de supprimer. De supprimer carrément. Ouais. Ici, maintenant, on parle d'une révision, ouais. Ce qui est tout à fait normal. Donc, entre une révision et une suppression, moi, je pense que le choix peut être fait parce que ça dépend encore du système de gouvernance qui se mettra en place, ou ce qui est là continue, ou un autre système peut venir après et dire que bon, cette histoire, moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, les choses seront désormais ainsi. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, les Africains ont à chercher. Je ne pense pas qu'il y aurait de juste stimuler parce que ça dépend de la politique de chaque État. Chaque État qui veut se structurer, qui veut structurer son économie et qui a des visées sur le marché extérieur, le marché international. Or, on sait très bien qu'un marché comme le marché des États-Unis, c'est un grand marché où la consommation là-bas est de mise. Et ceux qui sont là-bas peuvent préférer, par exemple, des produits venant ici, qui peuvent être encore des produits, bon, plus ou moins bio. Et donc, si avec de tels accords, ça peut permettre de convoiter ce marché-là, c'est bon pour les États. Maintenant, si l'Union africaine, dans sa globalité, souhaite que les choses se maintiennent comme ça, alors qu'il y a des pays comme le Bénin, qui souhaitent le changement, c'est tout à fait normal. Parce qu'il faut voir quelles sont les positions dominante aussi au niveau de l'Union africaine et par rapport aussi aux conditions que pose, c'est-à-dire que les conditions qui sont déjà là, comment est-ce qu'on arrive à les respecter maintenant, d'autres conditions qui pourraient s'ajouter. Est-ce que ça arrangerait, est-ce que ça défavoriserait au même moment, quand il y a des pays, quand il y a toujours des pays, par exemple comme le Gabon, le Niger, je ne suis pas en train de faire fixation, mais qui n'arrive toujours pas. Nous, par exemple, quand je prends le cas du Bénin, en termes de démocratie, en termes de ces conditions-là, on a de respect des droits de l'homme, on arrive quand même à faire un chemin. Mais quand vous prenez des pays, par exemple, comme le Niger, où aujourd'hui, des coups d'État continuent pas, viennent encore créer... Il y a quelques mois, il était dans les clous. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que si l'on n'arrive pas à prendre certaines habitudes, à prendre un certain pli, qui puisse permettre d'avoir une durabilité, une stabilité sur le long terme, on ne peut pas prévoir. Quand vous demandez par exemple aujourd'hui à un pays comme le Niger ou le Gabon dans des situations comme ça. Non, c'est une situation conjoncturelle. Conjoncturelle, je suis d'accord, mais c'est-à-dire que si l'on n'accepte pas la chose, si l'on ne comprend pas la chose, il y aura toujours des situations comme ça qui vont se reproduire et qui peuvent amener. Parce que s'il y a des gens qui n'ont pas encore compris la chose, c'est-à-dire que l'idée de ça, là, une situation comme ça, par exemple, ça peut donner raison à ceux qui pensent qu'il faut suspendre de tels accords pour des gens qui ne comprennent même pas le bien fondé de la chose, aussi bien déjà pour leur population que pour le monde dans sa globalité. Donc, de là encore, c'est que c'est les Africains qui ont encore à redéfinir une meilleure posture et qui doivent encore travailler à être plus compétitifs. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'une position comme celle du Bénin, c'est une position tout à fait acceptable, tout à fait souhaitable. Voilà, Sofoni Cheikh Kabouré sur cette question et vous allez finir, vous allez conclure. Ce qui s'entrevoit là, c'est une bataille d'abord entre les pays africains eux-mêmes parce que je vous entends mal. Là, vous m'entendez? Oui. Voilà, sur cette même question, sur la question de l'AGOA, il y a probablement deux défis entre ceux qui sont bien établis et qui tirent profit de ce régime préférentiel, comme les pays, on va dire, l'Afrique du Sud, les pays les plus avancés, et les autres qui sont en queue de peloton, qui souhaitent intégrer d'autres produits dans cette liste concoctée par le Bureau des affaires du département d'État. Alors, comment on en sort de cette situation? Alors, comment... Est-ce que vous pensez que l'Afrique peut réellement parler d'une même voix? Alors, il faudrait que l'Afrique parle d'une même voix. Absolument. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la représentante adjointe des États-Unis
pour le commerce extérieur, Madame Constance Hamilton, a été très claire. Pour elle, il faut réaménager cet accord. Il n'y a pas, pour elle, c'est assez clair. Et comme ça, on pourra, comment dire, étendre le cercle des bénéficiaires. Donc, pour elle, c'est absolument clair. Et puis, après tout, il faut aussi réaménager parce que le système ne marche pas très bien. Parce que quand vous prenez les exportations non pétrolières, donc vous avez à peu près plus de 70% des exportations non pétrolières en franchise de douane, en franchise de droits de douane vers les États-Unis sous le régime AGOA dans la période 2014-2021 qui provenait que de 5 pays seulement. Afrique du Sud, Kenya, Lesotho, Madagascar, Éthiopie. Donc, seulement 5 pays ont fait 75% des exportations non pétrolières qui sont sous le régime AGOA. Donc, il est évident que le système ne marche pas. Il est évident. Et qu'il faut des mesures pour rendre le système plus efficace. Alors, comment ça doit se passer? Je pense que là, il faut qu'on s'organise. C'est-à-dire qu'il faut que l'Afrique parle d'une même voix, que l'Union africaine fasse peut-être un peu comme pendant la Covid pour la négociation des dettes, c'est-à-dire créer une task force ad hoc de 2 ou 3 grandes personnalités qui vont porter ces négociations auprès du Congrès américain pour pouvoir faciliter le réaménagement. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est un programme qui est potentiellement bénéfique. Parce que l'AGOA, ça reste un système de libre-échange. Et vous savez, l'échange est toujours un jeu à somme nulle. Un jeu à somme positive. Ah non, un jeu à somme positive. Donc, c'est toujours bénéfique. Et donc, on doit, comment dire, mettre tout notre poids en tant que pays africain dans le réaménagement de ce programme, quitte à même être un peu gourmand sur le détail du détail. Unité de... Est-ce que vous pensez réellement que les grands pays, en tout cas ceux qui en tirent profit, sont véritablement prêts à attirer les autres vers à marcher sur leur plate-bande? Non, je crois à cette unité parce que elle est difficile à former, à mettre en place, mais on a déjà vu qu'il y a un début d'unité sur la VLECA, par exemple, sur le libre-échange en interne. Il y a déjà un début d'unité. Alors, tous les pays à peu près ont signé, mais tous n'ont pas ratifié, ok. Mais il y a quand même un début d'unité. Et bien là, c'est un système de libre-échange, pas en interne, mais avec les États-Unis. Donc là aussi, je pense que on pourrait trouver des unités. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit porté, pour moi, à l'échelle Union africaine. Et ces négociations doivent être portées à ce niveau-là pour que les pays n'aillent pas dans ces négociations en rang dispersé, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Sophonie Jed Kaboudé. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur général du think tank l'Afrique des idées. Mohamed Liamidi, analyste politique, expert en communication digitale éditoriale, et Julio Tometi, juriste, analyste politique et gérant du cabinet Juriste et Associés, et peut-être économiste. Bon thème, merci. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Vous pouvez retrouver ces échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, et retrouver quelques briefs sur notre compte X Télé Live. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres développements.